Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La musique autrement. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 96 967 4. EAN 9 782 296 969 674. Philippe Goudour. La musique autrement. Contribution à un enseignement engagé de la flûte à bec. Préface de Marie-Lise Lacas. Du même auteur. Aux éditions Robert Martin. Bleu soleil. Vert soleil. Soleil émeraude, pour 1 ou 2 flûtes à bec et piano à l'usage des élèves de premier cycle. À Catherine Roche de Traubenberg. PREFACE. Il y a de nombreuses années, j'ai personnellement rencontré Philippe Goudour comme professeur alors que je m'essayais tardivement et timidement à jouer de la flûte à bec, choisie pour son apparente simplicité. J'aimais la musique, mais un enseignement pianistique très classique et assez rigide m'avait convaincu de ma débilité sur le plan instrumental. J'étais loin de la vérité. Je dirais aujourd'hui que je souffrais sans le savoir, de quelque chose d'analogue à une sérieuse dyslexie dysorthographie musicale. Cette rencontre n'a pas fait de moi une virtuose, mais m'a débouché les oreilles et libéré de mon handicap, telle qu'une ouverture peut s'opérer d'une interprétation juste dans l'aventure psychanalytique. Je ne m'y étendrai pas davantage, sauf pour dire que son texte est venu m'éclairer davantage sur cette aventure étonnante. Comme il le rappelle, la flûte est sans doute parmi les instruments de musique l'un des plus anciens et le plus répandu dans le monde. Après avoir sifflé, les hommes ont soufflé, dans un objet fabriqué. On pense aux Guanches, ces habitants de l'île de Gomero, au large de Tenerife dans les Canaries, qui ont inventé un langage musical et communiquaient entre eux, dès la préhistoire, en sifflotant leurs messages. Il ne reste de ce langage primitif, perdu dans le vent, que des phrases rudimentaires à usage touristique. Cela fait rêver, mais donne un singulier relief à l'ancrage corporel du langage que développe PH. Goudour, à partir de son expérience d'enseignant de la musique, et précisément de la flûte à bec, avec ses élèves, et en acceptant des handicapés parmi eux. Le travail avec PH. Goudour pourrait se décliner sur plusieurs plans. Travail sur le souffle, la respiration, expérience primaire du corps avec le premier cri tant attendu, à la naissance que prolongeront les lalations, les vocalises et peut-être la parole. Travail sur le rythme, la pulsation, déjà ressenti in utero à travers le battement cardiaque de la mère, première initiation pourrait-on dire au mouvement de la vie, que manifestait déjà le cœur de l'embryon, premier organe à se développer. Travail sur le geste, la motricité. Le geste devient écriture de l'espace et trace la représentation du temps. La voix est ouverte sur le sens de la musique, sa grammaire, au même titre que la sonorité vocale des mots se structure en langage à la portée symbolisante. Passer du souffle à l'image et de celle-ci à une représentation qui fasse sens dans une temporalité elle-même représentable, donc accéder au symbole, tout cela ancré dans le corps vécu, senti, reconnu, donnerait peut-être en raccourci une idée de l'originalité de l'audacieuse démarche pédagogique de PH. Goudour. Mais parler de pédagogie n'est pas lui rendre justice, car il s'agit davantage de recherche commune avec ses élèves d'un chemin qui les fasse avancer finalement bien au-delà de la maîtrise de l'instrument. Les 2 cas détaillés qu'il rapporte de son expérience, avec un trisomique et un handicapé cérébral, IMC, sont extraordinaires. Ces 2 élèves se sont mis à développer des capacités d'expression et d'imagination surprenantes. Ils gardent leurs limites, mais leur vie et celle de leur entourage s'est transformée. Et Clément, trisomique quasimutique, s'est mis à parler. La réflexion de PH. Goudour va bien au-delà d'un constat banal et superficiel. Elle l'entraîne sur le terrain d'un questionnement quasi métapsychologique sur la place du sonore et de la pulsation, dans l'accès à la fonction symbolique du langage.
La musique aussi fait sens, elle a une grammaire, et s'il propose assez généralement à ses élèves des dialogues d'improvisation spontanée, c'est parce que c'est un jeu qui leur parle. Il ne s'agit pas là de musicothérapie, et il faut y insister. La musique n'est pas thérapeutique en soi, sinon peut-être pour contribuer à adoucir les mœurs, en faisant fi des musiques guerrières. Il ne s'agit pas non plus d'une enveloppe sonore, sécurisante à retrouver passivement dans un vécu affectif apaisant. Cela peut avoir son intérêt thérapeutique dans certains contextes, mais la démarche de PH Goudour est à un tout autre niveau. Il s'agit du souffle, de la respiration, du rythme, de la pulsation, au plus archaïque de l'expérience vécue du corps. Les neurosciences avec l'imagerie cérébrale viennent confirmer de façon étonnante chez les nourrissons et très jeunes enfants la réponse au rythme, son inscription innée. Et le sonore associé à un geste, à la mobilisation du corps, va s'inscrire dans l'espace qui en se dépliant engendre le temps, comme l'a énoncé Gisela Panko. PH Goudour ne la cite pas, mais retrouve étonnamment les principes mêmes de son efficacité thérapeutique. Le sonore, inscrit dans un geste, fait le lien entre le temps et l'espace, écrit-il dans son chapitre 2. Retour au corps vécu, vivant, ce n'est pas superfétatoire dans un contexte culturel qui, en fait, dévalue le corps par la trompeuse promotion commerciale de modèles artificiellement esthétisés. Il fustige avec justesse les maladresses de l'enseignement traditionnel en matière musicale, de l'apprentissage rigide des règles techniques qui détruisent, en les ignorant, les potentialités créatives d'élèves robotisés dans l'obsession de la performance. Pour dépasser une difficulté, s'acharner dans la répétition ne sert à rien et même est dangereux. Ce qu'il faut, c'est comprendre l'origine du blocage qui se situe dans ce que Panko, encore elle, appellerait sans doute une faille dans l'image du corps, autrement dit dans une rupture entre vécu, du corps, et acte, soit une défaillance du sens de la représentation. Il n'y a pas de symbolisation sans élaboration de sens. Au passage, on peut évoquer les ravages à prévoir des rééducations, dressage de cirque, proposés aux handicapés dans une soi-disant politique de santé. La flûte à bec se prête particulièrement bien à cette réparation des failles du corps. Et la suppression de son enseignement dans les écoles apparaît comme une aberration. Le chant, censé la remplacer dans l'éducation musicale, ne ménage pas comme l'instrument l'émergence de cet espace transitionnel, si cher à Winnicott, que cite très à propos PH Goudour qui en a manifestement lu les œuvres avec profit. Car il faut dire tout de même que notre professeur n'est pas un naïf en matière de psychanalyse, ni de sciences humaines. Et l'une des richesses de son livre est aussi l'articulation qu'il fait entre l'élaboration théorique de sa pratique et son propre trajet personnel, ses propres difficultés, son combat intérieur, ses rencontres. Et très évidemment, il s'est laissé enseigner par ses élèves autant qu'il a été leur professeur. Magnifique exemple d'authenticité. C'est passionnant. Les musiciens, enseignants et interprètes, autant que les soignants, de toute catégorie, apprentis ou confirmés dans leur pratique, y trouveront matière à réflexion. Même les sourds-muets, qui, comme on le sait, perçoivent parfaitement le rythme et la pulsation, pourraient s'y intéresser. Et ce n'est pas une boutade. Ce texte ne peut laisser personne indifférent. Un texte. Que dis-je ? C'est un témoignage, une parole de vie qui concerne tout le monde, vous va droit au cœur, et ouvre des horizons inattendus sur la musique et son enseignement, certes, mais aussi sur la naissance de la parole et l'accès à l'autre. Marie-Lise Laca, psychiatre psychanalyste, août 2011. Avant-propos. Réfléchir sans perdre le contact avec le concret. Mieux. Faire en sorte que la réflexion nous fasse entrer plus avant dans la réalité des choses. Telle est l'attitude qui préside à mon enseignement de la musique, et de la flûte à bec en particulier. Le présent ouvrage montrera donc sous ces deux facettes, élaboration conceptuelle et pratique, ce qui pour moi est la condition d'un enseignement complet. Dans l'espace, le temps, le corps dans l'art de la flûte à bec, contribution à un enseignement engagé de la musique, le lecteur pourra mesurer à quel point ma pratique a nourri ma réflexion. Dans les principes de la flûte à bec, il pourra prendre conscience de ce qu'apporte la réflexion à la pratique instrumentale. En fait, les deux aspects ne cessent de s'enrichir mutuellement au point que la pratique, en définitive, s'autorise à faire sens et que le transmettre devient un art. Encore faut-il, pour que cela soit possible,
que la réflexion sur la pratique musicale aille puiser dans une réflexion plus générale sur soi, dans sa dimension d'individu global. L'enseignant ne peut pas espérer transmettre un enseignement de qualité s'il fait fi de sa personnalité, de son histoire et de sa structure à moins de se considérer et d'agir comme une simple machine de transmission d'un savoir, voire d'un savoir-faire, et de s'enfermer dans un legs aride et sclérosé de son art. C'est en problématisant ce qu'il est, en se positionnant en observateur, s'observant, c'est-à-dire en acceptant de prendre la pleine mesure de la place qu'il occupe, qu'il peut devenir un élément privilégié de la relation qui le lie à son élève. Dans l'espace, le temps, le corps, il sera donc question de moi mais de moi en relation. Cette mise en question offrira une ouverture vers la question plus générale de l'enseignement de la musique de nos jours, et du sens que celui-ci peut prendre si on élargit sa fonction de transmission d'un savoir à une conception plus globale de l'individu et de ce qui le constitue. Je ferai donc état de mon expérience de professeur de musique auprès de jeunes élèves de conservatoire où j'enseigne la flûte à bec, et dans une moindre mesure, la formation musicale. Il repose en grande partie sur mon travail avec un jeune adolescent trisomique. Les réflexions que je livre à mon lecteur ne sont donc pas le fruit d'un savoir universitaire. Il y eut des lectures mais finalement, très peu. Je parle d'expérience. Une expérience qui débute à l'âge de 18 ans, et qui se confond avec mon entrée en analyse. Pendant plus de 30 ans, mon enseignement n'a jamais cessé d'évoluer. Les exigences que j'ai maintenant et le sens que prend ma pratique de musicien et de professeur sont en fait le résultat d'une longue quête pour trouver mon identité. Je pense être parvenu aujourd'hui à une vie intérieure et sociale apaisée, après avoir été très longtemps perturbé. La musique et l'analyse m'ont structuré. L'une et l'autre, l'une avec l'autre, m'ont permis de retrouver le chemin de moi et des autres, de donner un sens à ma vie. J'ai retrouvé une parole. Et je constate que cette parole est particulièrement écoutée par mes élèves. Le regard que je porte par ailleurs sur les besoins de notre société en matière d'éducation me fait penser que ma réflexion peut s'ajouter à celle d'autres qui ont eux aussi le souci d'un monde meilleur. J'ai commencé la musique à l'âge de 5 ans. Je ne savais ni lire ni écrire. À 12 ans, j'étais incapable de faire la différence entre un ton et un demi-ton sur mon violon. Les connaisseurs apprécieront. Quoi qu'il en soit, mes débuts furent catastrophiques. Cela tient à l'enseignement que je recevais. Cela tient aussi au fait que j'étais un enfant en souffrance, même si cela ne se voyait pas. Mes professeurs n'ont rien vu. Sinon, ils m'auraient aidé à me construire. Au lieu de cela, c'est moi qui n'étais pas doué pour la musique sans doute. En fait, personne n'avait senti le vide existentiel qui m'habitait. Je me construisais de briques et de brocs en cachant bien mon mal-être, notamment par des facultés exacerbées d'adaptation scolaire. Mes facilités à me conformer au monde extérieur et à ses attentes me faisaient tenir. J'étais un élève brillant. Mais un élève brillant qui ne comprenait pas la musique. Je souffrais en musique, mais la musique me tenait. Lorsque j'abandonnais le violon, ce qui était une conséquence logique de ce que je viens de dire, je m'intéressais à la flûte à bec, découverte au collège. Et je m'accrochais au son, au souffle et bientôt à la littérature destinée à cet instrument. La flûte à bec ouvrait le large chantier de la reconstruction de moi-même. Je me mis à travailler comme un forcené, suspendu au dehors par mes oreilles tandis que au dedans, mais cela je ne le savais pas, un gigantesque questionnement identitaire faisait rage et commençait sans doute à trouver ses réponses. D'un côté, la musique me faisait du bien. Elle me donnait des moyens d'exprimer quelque chose de moi. Mais dans le même temps, elle me faisait du mal parce que sa maîtrise appelait des bases que je n'avais pas. Pour jouer bien, pour que la musique soit vraiment un bienfait, il fallait encore que je sois bien en moi. C'est ce paradoxe finalement, si important, que j'ai travaillé à résoudre et qui a fait de moi ce que je suis. Il m'aura fallu 32 ans pour cela. Je cherchais un professeur. J'en eus un puis un autre. Je cherchais à apprendre du dehors de quoi me faire du bien au dedans. Mais ça, je ne le savais pas. Il fallait que mon professeur fût connu. L'enjeu était de taille. Connu, il l'était. La flûte cristallisa alors sur elle toutes mes questions existentielles. Elle devint le centre de toutes mes attentes, de tous mes conflits, de mes blocages parfois extrêmes. Elle serait ma bouée dans la vie.
Elle serait mon futur et mon présent rayonnant. J'entrais donc en analyse de mon propre chef. Puis je passais mon baccalauréat brillamment après une année de terminale chaotique. Mais je ne pouvais plus tromper mon monde davantage. Je m'effondrais en hypocagne. Je renonçais à poursuivre mes études de philosophie. Je décidai de devenir musicien. Évidemment, je savais bien peu de choses et sans doute en savais-je moins que certains de mes élèves de 4e ou 5e année de maintenant. Mais les conditions pour enseigner étant bien différentes de ce qu'elles sont devenues de nos jours, je trouvais quelques heures dans un conservatoire et c'est comme cela que je débutais comme professeur. À partir de ce moment-là, apprentissage, enseignement et psychanalyse se trouvèrent intimement liés. Je pense qu'à mes débuts, j'étais coupé de tout, coupé de moi sur le plan du jeu, coupé de mes élèves parce que trop centré sur moi. En fait, s'il y avait un lien, il était très problématique. Quant à mon analyse, elle n'arrangeait rien. Mes 2 premiers analystes ne me firent pas vraiment de bien. Ce qu'ils me proposaient n'était sans doute pas assez solide et constructif, puisque je les quittais après m'être longtemps accroché à eux et sans avoir pu accéder à un mieux-être. Le seul bénéfice que je tirais de l'analyse, c'était d'avoir un statut d'analysant qui pour moi avait valeur d'identité. Sans doute aussi, mes analystes, à défaut de m'offrir des points de repère fiables, m'avaient-ils définitivement installé dans une attitude de questionnement. D'un certain point de vue, je me rangeais à l'idée que c'est en cherchant que j'allais trouver. La réponse viendrait de moi. En ce sens, ces 2 premières expériences ne furent pas tout à fait négatives. Je me passais quelque temps du secours d'un tiers. J'avançais en reculant. Je m'explique. La maîtrise et la compétence que je cherchais nécessitaient une compréhension intime des choses et de leur fonctionnement. Il me fallait en quelque sorte toujours revenir à l'origine des choses. Je fis des expériences extrêmes. Je pense notamment à cette période, qui a bien pu durer 2 ou 3 ans, où je me questionnais sur le sens de chaque mot. Je devais vérifier la définition de chaque mot, même les plus simples. Qu'est-ce qu'un mot ? Qu'est-ce qui le remplit ? Quel est le rapport entre le son et le sens ? À un moment bien désespéré de mon histoire, je me raccrochais à cette perception que si 2 mots s'enchaînent, cela suffit à en faire naître un 3e et que, partant, il y a de l'espoir, de l'avenir. Questionnement sur le langage, sur le mouvement de la pensée. D'où vient l'idée ? Quel est le rapport entre l'idée et le mot ? Qu'est-ce qui tire un mot ? Découverte de la voix intérieure. Découverte embryonnaire d'un temps intérieur personnel. Dans les pires moments de mon histoire, je vis naître en moi des questions angoissantes qui pouvaient paraître déconnectées à l'époque et qui pourtant s'avèrent aujourd'hui être structurantes. Ces questions, on le verra, ont développé chez moi une écoute particulière qui m'est précieuse dans mon enseignement. Et puis des réponses, ou au moins quelques béquilles, j'en obtins du dehors. De mon professeur d'alors, Jean-Pierre Nicolas, qui m'apprit ce qu'était une phrase musicale. Les sons pouvaient donc faire sens. La lecture du livre de Nicolaos Harnoncourt sur le discours musical, 1984, m'aida aussi. L'écoute de Pablo Casals et la lecture du livre de David Bloom, 1994, consacré à son art de l'interprétation m'encouragèrent aussi à considérer le lié dans l'expérience du jeu musical. Tout cela était bien nécessaire, parce que mon flottement identitaire frôlait le vertige. J'étais un peu comme quelqu'un qui aurait voulu apprendre à parler en lisant un livre de Benveniste, 1966, sur la linguistique. Une pièce de théâtre est née à cette époque dans laquelle je confiais à mes personnages ce que je pouvais saisir des mouvements intimes de ma pensée. Ils ne racontaient rien d'autre que ce que je pouvais percevoir à l'intérieur. En fait, j'apprenais dans la douleur à tirer des fils à l'intérieur de moi-même. Plus tard, quand je commençais à étudier le chant, je pus lire le livre d'Alexander Trusli, 1938, de Gestaltung und Bewegung in der Musik, forme et mouvement dans la musique, dans lequel l'auteur met en évidence par leur représentation graphique les mouvements souterrains qui sous-tendent la phrase musicale. Lecture capitale qui me conforta dans le bien fondé de ma recherche. Il y avait donc à la fois mouvement et sens caché dans ce qui se manifeste au dehors, qu'il appartient à chacun de découvrir. Il y eut Sartre, 1943, aussi et son questionnement sur la temporalité. L'être et le néant. Être dont je sentais le manque et néant qui me menaçait. Tout un programme.
Winnicott, 1969, 1975, 1988, plus tard avec son concept d'objet transitionnel. Yves Prigent, 2003, 2005, 2006, pour tenir bon, pour garder la foi et j'en avais besoin. Et Alice Miller, ouvrage de 1983 à 2008, bien sûr, pour tout ce qui est transmission inconsciente de ce qui nous vient de nos aïeux et qui menace de nous faire passer à côté de nous-mêmes. Je ne voulais pas rater le train de ma propre vie. Quant à Freud, si je le lus, il semblait parler pour lui. Il ne me touchait pas. De toute façon, si je cherchais des solutions au dehors, j'étais dans le même temps soucieux de ne rien devoir à personne. Ce qui fait que ce livre restera l'œuvre d'un autodidacte même si certains de mes lecteurs, en le rattachant à leurs connaissances et à leur expérience personnelle, pourront vraisemblablement lui découvrir une filiation. Mais à l'heure où j'écris, je reste motivé par le désir d'apprendre encore quelque chose au plus savant. C'est mon illusion peut-être, mais elle me porte. Cette introduction justement est un peu un cri du cœur. La suite sera plus posée. Mais il fallait que je montre un peu le contexte personnel dans lequel ma pensée s'est construite. En partant de moi, j'ai rencontré les autres. Mais peut-être aussi suis-je partie des autres pour me découvrir moi, les deux sont vrais. Pourtant, je considère aussi ne pas en avoir fini avec mes recherches. Les jeunes dont je m'occupe m'obligent en permanence à me questionner plus loin. Et je pense que l'écoute, la vraie écoute, est militante. Enfants de la télé ou des jeux vidéo, beaucoup sont menacés d'être déconnectés d'eux-mêmes. À cela s'ajoute l'angoisse des parents et l'angoisse des éducateurs qui transmettent aux jeunes leur propre peur de l'échec. Ils attendent d'eux qu'ils s'adaptent aux exigences de la société, et ils feront tout parfois même pour les forcer à s'adapter. Mon sentiment, c'est qu'il faut aider l'enfant à créer du lien autant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Le risque pour chacun, c'est de s'oublier dans l'autre au détriment de soi, ou de perdre le lien avec l'extérieur en s'oubliant dans soi. Qu'advient-il du plaisir du partage, du plaisir d'apporter sa propre contribution à la construction de l'œuvre collective? On valorise le plaisir, un plaisir au pas de charge, un plaisir immédiat. Et qu'en est-il du désir? Notre monde devient égoïste parce que notre éducation néglige de prendre soin des racines identitaires de chacun. Les mieux équipés s'en sortiront. Beaucoup souffriront. Non. Tout n'est pas mauvais dans nos sociétés. Et beaucoup trouveront de quoi se nourrir. Mais beaucoup aussi chuteront, ou bien renonceront à vivre pleinement leur vie parce que nous ne les aurons pas suffisamment éveillés à eux-mêmes. Nous, éducateurs, avons un rôle à jouer et nous avons une grande responsabilité. Nous devons être vigilants. Nombreux sont ceux qui courent le risque d'être happés par les exigences extérieures bien trop puissantes pour eux. Ils courent, oui, ils courent le risque de ne plus savoir qui ils sont dans un monde qui court et qui court très vite. Ils ne connaissent pas leur propre richesse intérieure, ils exigeront donc l'impossible ou se satisferont de peu. Ne se connaissant pas eux-mêmes suffisamment, ils n'auront pas la possibilité de vivre leurs différences. Ils risquent d'être agis par l'histoire au lieu d'être les acteurs de leur propre histoire. Et nous, éducateurs, devrons-nous les contraindre à entrer dans le moule? En les sanctionnant, en les culpabilisant ou en déployant des efforts démesurés pour qu'ils s'adaptent? C'est mal poser la question, me semble-t-il. Si nous devons prêter une oreille attentive à l'autre, c'est en tant que cet autre est un sujet désirant et non pas un objet. L'expérience du professeur est sans doute plus grande que celle de son élève. Nous pourrions dire aussi que c'est le savoir qui fait la différence. Les deux approches sont possibles. Mais c'est surtout en tant que sujet lui-même que le professeur pourra aider son élève à devenir sujet, à son tour. Force-t-on un âne à avancer? C'est en lui redonnant une motivation intérieure. Une carotte à sa mesure, pourquoi pas? Une carotte existentielle, pourrait-on dire, qu'on l'aidera à se remettre en mouvement. Notre époque est à haut risque, mais ce serait lui faire un mauvais procès que de l'accuser de ne pas avoir conscience de ses faiblesses. Le problème, c'est qu'elle s'empresse de concevoir pour tous, et plus particulièrement pour ceux qui sont en souffrance, des recettes, des obligations qui se posent en vérité. Mais la vérité existe-t-elle? Pour éviter de se perdre totalement, nombre d'entre nous chercheront des certitudes dans des modèles ou des cadres sévères. Je pense qu'il n'y a pas d'issue dans la recherche de la vérité. Nous construisons notre présent et notre avenir par ce que nous faisons,
en nous ancrant dans notre temps personnel en liaison avec le temps extérieur. Nous avons le droit chacun d'être les acteurs de notre propre vie et de ne pas la subir, ni de soi, ni des autres. L'accueillir et lui donner forme. Plus j'avance en âge et en expérience, plus je m'étonne qu'un grand nombre d'adultes parmi ceux qui m'entourent, que j'enviais autrefois pour leur inscription dans la réalité, me semblent en définitive surfer sur l'existence. D'une certaine façon, on est malade des autres et mes difficultés se révèlent aujourd'hui avoir été à la jonction de moi-même, de mon histoire personnelle et des caractéristiques pathogènes de la société en général et de mes éducateurs en particulier. Je m'aperçois donc que ce langage tant musical que parlé, qui est à présent incarné chez moi, plein et signifiant, fait défaut chez nombre de gens que je rencontre. Ce constat est douloureux. Et je me fais un devoir de transmettre ce que j'ai appris de l'expérience, et qui est susceptible d'aider ceux qui le voudront bien à retrouver le sens d'une parole habitée. Les principes de la flûte à bec empruntent leur titre à l'ouvrage de Jacques-Martin Hauter au XVIIIe siècle, principe de la flûte traversière ou flûte d'Allemagne, de la flûte à bec ou flûte douce et du hautbois, divisé par Tracté 1701. Chez Hauter, on peut apprendre à jouer de la flûte. Mes principes invitent plutôt chacun à penser son propre jeu. Mon propos est donc d'y donner des éléments concrets, propres à nourrir le sens que le musicien est en droit de donner à son jeu. Rien de mécanique donc dans tout cela, mais plutôt une invitation à trouver dans la réflexion de quoi rendre la technique intelligente. Les musiciens souvent, trop souvent, se limitent à une compétence mécanique. J'espère pouvoir leur montrer que le jeu peut puiser dans une dimension humaine qui ne peut que les enrichir. Mais quand on est enseignant, il y va aussi de notre devoir de ne pas chosifier nos élèves et de faire en sorte que la technique elle-même se mette au service du sujet. Plaisir et sens des responsabilités. La vérité sur soi ne vient pas de la partition, considérée comme une loi extérieure et déshumanisée, mais de soi-même, précisément. Ainsi, je ne fais pas que transmettre ce que j'ai appris de mes professeurs en le donnant pour vérité, je ne fais pas que calquer mon présent sur mon passé. Je nourris au contraire mon présent de l'avenir qui est mon fait, mais que je partage aussi avec mes élèves, être en devenir. Mieux, je me donne ainsi les moyens de me dégager d'une transmission aveugle de mes connaissances et de mon expérience, assumant ma place de véritable maillon dans les articulations qui constituent la chaîne du vivant. Nous sommes en effet des éléments d'une partition que nous écrivons tous ensemble, vieux et jeunes, savants et apprentis, et qui n'appartient à personne en particulier mais à tous, assurément. Si on ôtait au professeur l'occasion de transmettre ce qu'il sait, il en serait malheureux. Mais il est bon de rappeler celui-ci à la nécessité de réfréner sa tendance à s'imaginer détenir la vérité, et à exiger de son élève qu'il fasse comme lui. C'est oublier la dimension fondamentale de l'enseignement qui ne peut se concevoir que comme une dynamique qui admet que l'élève puisse être une force d'appel, capable de faire avancer aussi le professeur. Cette force d'appel se retrouve dans le jeu lui-même. Il y a une profonde cohérence entre le fond et la forme de l'enseignement. La façon d'aborder une note de musique va en effet dans ce sens. La note n'est pas instruite à partir d'un seul savoir, elle est éduquée, appelée à sortir, ce qui la porte beaucoup plus loin qu'une note simplement nommée et non vécue de l'intérieur. Jeunes, vieux, malades, bien portants, nous sommes tous des notes de musique qui demandent à être jouées, à être éduquées. Certes, le professeur transmet un savoir, mais ce savoir et ce savoir-faire n'est rien en regard du cadre qu'il offre à son élève et à l'intérieur duquel celui-ci pourra développer sa liberté. C'est le vrai sens de l'éducation que nous préférerons donc à l'instruction pure et simple. Il y a donc lieu d'alimenter le débat actuel, qui met aux prises les partisans de l'instruction et ceux de l'éducation. L'instruction est basée sur l'acquisition d'un savoir, et même étymologiquement sur l'inculcation d'un savoir, l'éducation en revanche, sur l'éveil de l'individu à lui-même. Il ne me semble pas judicieux d'opposer l'un à l'autre puisqu'il faut bien un support pour pouvoir sortir de soi, un appui sur l'extérieur, un os à ronger. Malgré tout, je pense qu'il faut insister sur la nécessité d'une bonne éducation. Éduquer, faire sortir d'eux, est la condition pour qu'un individu devienne un véritable sujet. Il y va de l'appétit de vivre de chacun. Le savoir est relativement secondaire. En lui-même il peut même être vide de sens. L'éducation conduit et suppose l'expérience, et cela me semble être le plus important,
le plus formateur et le plus respectueux de la personne. Les pourfendeurs de l'éducation sont sans doute en revanche des gens bien mal éduqués. Un enfant qui débute manifeste une attente immense envers son professeur. Souvent on rate une occasion. On n'a pas entendu la demande comme demande, on n'a pas su rebondir sur cet appel dynamique, le professeur n'aura eu de cesse de bourrer son élève d'obligations, d'interdictions de comprendre, de se questionner, de s'écouter, de s'entendre et de savoir. L'élève abandonnera, ou bien il protégera son professeur de sa déception ou de ses griefs, en ne jurant que par l'enseignement qu'il aura reçu, incapable d'esprit critique, toujours redevable. Je pense qu'il y a là une limite à ne pas franchir, un commandement auquel le professeur doit se soumettre, et qu'on oublie la plupart du temps dans un élan de bonne conscience unanimement partagé. Je considère en effet que le professeur est pleinement au service de son élève, qu'en aucun cas celui-ci ne doit se sentir obligé de dire merci. La liberté du professeur commence là où celle de son élève commence, et non pas où elle finit. Or la technique elle-même ouvre ou enferme. Elle n'est jamais neutre. Elle est, quoi qu'on y fasse, toujours porteuse d'un message. Elle est l'acte de foi de celui qui l'enseigne, et l'enfant la prendra d'abord comme un modèle de vie à suivre, comme une vérité bonne qui dépasse largement le cadre de la pratique musicale. Il n'y a pas d'enseignement neutre. Le prétendre, c'est encore proposer comme modèle, un non-engagement, un bulletin blanc qui fait la part grande à toutes les démissions et toutes les compromissions possibles. Je propose donc que la technique s'engage au service de la vie dans ses subtilités sensorielles et spirituelles, et qu'elle serve le sujet dans son besoin de se réaliser. On évitera ainsi l'ignorance, la bêtise, la déception et l'amertume, que l'être humain sait habilement se cacher à lui-même, souvent d'ailleurs en les proposant comme règle de vie à lui et à ses enfants. Mes principes ne s'appliquent donc pas à une élite ou aux gens doués. Ils s'adressent à tous dans le respect. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.